2022, selon la mise à jour de 2022, la Haute Autorité de la Santé, la clindamycine n'est plus utilisée comme on l'a utilisée pendant longtemps en antibioprophylaxie chez les cardiopathes à risque infectieux. Actuellement, elle est remplacée par l'azithromycine ou Zipromax. Donc, on ne prescrit plus la clindamycine. Nous avons la streptogramine, qui est la synergicine, qui est la priscinamycine, et commercialisée sous le nom de Piostacine. Ce sont les macrolides apparentés, c'est-à-dire généralement nous n'avons pas recours à ces macrolides apparentés. En cas d'allergie à la moxicilline, nous avons la sphéramycine et l'azithromycine. Concernant ces antibiotiques de ces macrolides, nous avons tous les macrolides sont utilisés pendant 7 jours, sauf l'azithromycine qui est utilisée pendant 3 jours. Donc, revenons à l'antibiothérapie prophylactique. Quand doit-on prescrire une antibiothérapie prophylactique? C'est généralement dans le cas des cardiopathies à risque infectieux. Donc, c'est une prise unique dans la demi-heure qui suit et qui précède l'intervention. Juste une demi-heure avant l'intervention, on donne 2 grammes d'amoxicilline aux malades. Et en cas d'allergie aux pénicillines, on a l'azithromycine, on donne 500 mg. C'est le principe de l'antibioprophylaxie flash. Donc, c'est la dose flash qu'on donne une demi-heure avant l'acte. Et bien sûr, si l'acte se déroule bien et on n'a pas de complications et tout, on va se contenter de cette antibioprophylaxie. C'est-à-dire, on ne donne pas des antibiotiques en poste. Sauf s'il y a une complication, si on a traîné sur le malade, qu'on a fait une ostéotomie, que l'extraction s'est compliquée de alvéolectomie, tout ça, bien sûr, comme chez tout sujet, même sain, on met le malade sous antibiothérapie. C'est-à-dire antibiothérapie préventive, mais pas de couverture. Donc, la prescription ambulatoire chez l'adulte de première intention, vous avez selon les recommandations de la FASAS de 2011. Donc, il n'y a pas eu de changement depuis 2011. Hein, ils n'ont pas revu les prescriptions depuis 2011, sauf, je vous ai dit, pour la clindamycine, elle a été enlevée, on n'utilise plus en antibioprophylaxie, on n'utilise plus dans notre spécialité. Donc, concernant la prescription de première intention, vous avez l'amoxicilline. Généralement, si le chef de file, c'est la clamoxyl, on a 2 grammes par 24 heures en 2 prises. Vous avez l'azithromycine au Zipromax, commercialisé sous le nom de Zipromax. Nous avons 500 mg, une seule prise par 24 heures. Donc, insistez sur la prise à la même heure. Si vous donnez 2 grammes de clamoxyl, vous donnez 1 gramme toutes les 12 heures. Si vous donnez 3 grammes, vous donnez 1 gramme toutes les 8 heures. D'accord? Il faut que l'antibiotique soit pris à l'heure et pour que la concentration de l'antibiotique au niveau de sang soit présente. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une chute de l'antibiotique dans le sang. Il faut qu'il soit, concernant l'azithromycine, on prend 1 comprimé par 24 heures, c'est toujours à la même heure. D'abord, chaque 24 heures, vous prenez 1 comprimé pendant seulement 3 jours. La clarithromycine aux éclats, c'est 2 grammes par jour. Et la sphéramycine, c'est 9 millions, c'est-à-dire elle est à 3 millions d'unités internationales. C'est-à-dire que vous avez 3 prises par jour en 7 jours. Toujours respecter l'heure de prise. Donc la clindamycine, on va dire, elle n'est plus utilisée. Quant à la prescription des antibiotiques en deuxième intention, et bien sûr, en cas d'échec de la monothérapie, parce que généralement dans notre spécialité, il n'y a pas d'échec de la monothérapie. Pourquoi? Parce que là, nous, on fait le traitement ixologique, c'est-à-dire même si on prescrit des antibiotiques, on va évaluer l'efficacité de notre antibiotique dans les 24 voire 48 heures, ou plus tard 72 heures, et on fait le traitement ixologique. On le fait pendant la prescription, c'est-à-dire le jour de la prescription. On peut faire un geste local quand on peut faire un geste local, ouvrir une dent, faire une extraction, faire un drainage, on le fait, d'accord? Et on prescrit notre monothérapie. Dans le cas où on a échec de la monothérapie, on va utiliser ce qu'on appelle des antibiotiques de deuxième intention. Vous avez
Le premier utilisé, c'est l'amoxicilline plus l'acide glavinamide, commercialisé sous le nom de Augmentin. C'est un antibiotique de deuxième intention, oui, mais je vous informe que c'est un antibiotique qu'on utilise dans les sinusites. C'est le traitement de première intention dans les sinusites, hein, que ce soit d'origine dentaire ou non dentaire. Donc, on utilise 2 à 3 grammes par 24 heures. L'amoxicilline plus le métronidazole, vous savez, c'est la meilleure des associations dans les cellulites quand c'est une cellulite avec germe anaérobie. Nous donnons 2 grammes d'amoxicilline et 1,5 g de métronidazole, toujours respecter l'heure de prise des médicaments. Nous avons aussi métronidazole azithromycine, toujours l'azithromycine 500 mg par 24 heures et le métronidazole 1,5 g en 24 heures. Métronidazole plus clarithromycine, la même chose, toujours la même dose de métronidazole, c'est 1,5 g par jour. La clarithromycine, c'est 2 grammes par jour. Le métronidazole, toujours avec la céramycine, c'est toujours la céramycine, un comprimé 3 fois par jour, c'est-à-dire que ça vous fait 9 millions d'unités internationales. Et toujours le métronidazole, c'est 1,5 g par 24 heures. J'espère que je ne vais pas trop vite. Je continue. Alors là, je croyais qu'on pouvait avoir une discussion. Donc, vous pouvez noter, dans le cas d'une péricoronarite aiguë congestive, que peut-on prescrire? Dans le cas de péricoronarite aiguë sulfurée, que doit-on prescrire? Dans le cas de cellulite, concernant toutes les formes de cellulite, j'ai ramené des cas cliniques, hein, je croyais qu'on pouvait discuter. Alors, dans le cas des pulpites, est-ce qu'il faut prescrire alvéolite sèche, alvéolite sulfurée? Il faut noter tout ça, comme ça vous allez nous poser des questions quand on terminera. Alors, les patients sous immunosuppresseurs, faut-il ou pas prescrire? Dans le cas de sinusite, quel antibiotique prescrire? Donc là, j'ai illustré avec des cas cliniques. J'aurais voulu que vous posiez le diagnostic du cas clinique. Par exemple, là, il s'agit de quoi, hein, d'accord? Il faut répondre tout à l'heure, on reviendra sur photo, vous allez nous répondre. Il s'agit de quoi, là? C'est quoi pour votre diagnostic? Là aussi, c'est quoi votre diagnostic? Là aussi, d'accord? On va revenir sur ça et voir quelles prescriptions vous allez donner. Là, c'est quoi comme diagnostic? Là aussi, là, là. On va revenir sur ça tout à l'heure quand on va libérer le micro, d'accord? Mais retenez ce que j'avais mis tout à l'heure ici, péritonarite aiguë, péritonarite suppurée, cellulite, pulpite, alvéolite sèche, alvéolite suppurée, patient sous immunosuppresseur et sinusite. Là aussi, il s'agit de quoi? C'est quoi comme lésion? Là. Je crois qu'on a fait le tour des antibiotiques et des principales familles qu'on utilise dans notre spécialité en pathologie bucco-dentaire. Et nous abordons maintenant les anti-inflammatoires en médecine dentaire. Il faut savoir qu'il n'y a aucune contre-indication à l'utilisation des anti-inflammatoires, hein, parce que là, on a l'impression que les dentistes prescrivent de moins en moins d'anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, ils sont toujours là, ils ont leur indication. Donc, l'inflammation est une réaction de l'organisme contre les agressions tissulaires, qu'elles soient infectieuses, bactériennes, virales ou parasitaires, qu'elles soient physiques, au froid, au chaud, aux radiations ionisantes, chimiques, acides, bases, toxines, bactériennes, un traumatisme tissulaire, par exemple après une extraction, un acte chirurgical, ou bien une pathologie constituée. Nous avons des molécules anti-inflammatoires. Leur but, c'est de réduire les signes de la réaction inflammatoire lorsqu'ils deviennent gênantes. Parce que, évidemment, la réaction inflammatoire, c'est une réaction de l'organisme pour se défendre. Donc, c'est une bonne chose quand l'organisme répond par une inflammation, c'est-à-dire qu'il se défend bien. Donc, nous avons les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les glucocorticoïdes ou anti-inflammatoires stéroïdiens. Sur le plan clinique, les signes cardinaux de l'inflammation sont la rougeur,
la chaleur, la douleur, la tuméfaction. Toute inflammation se caractérise par une vasoconstriction rapide, une phase vasculo-exudative, une phase cellulaire, une phase de réparation ou de cicatrisation du tissu léger. Vous notez au fur et à mesure des questions, si vous avez des questions. Donc, on va expliquer un peu comment ça se passe, cette réaction inflammatoire et comment l'organisme répond. La phase 1, qui est rapide, immédiate, elle emmène rapidement les médiateurs et les cellules vers la zone lésée. Le mécanisme, c'est une vasodilatation des capillaires, augmentation de la perméabilité vasculaire et sortie du plasma, l'exsudat inflammatoire. Les conséquences sont la rougeur, la chaleur et l'œdème. Les médiateurs principaux dans ce cas, c'est l'histamine, la prostaglandine et les bradykinin. C'est la phase qui explique l'œdème inflammatoire. Donc la première phase, c'est l'œdème inflammatoire. Puis nous avons la phase 2, qui est la phase cellulaire, qui peut durer quelques heures, voire quelques jours. Son objectif, cette phase 2, c'est d'éliminer l'agent causal, que ce soit bactéries, toxines ou un débris tissulaire. Les étapes clés, c'est la margination de leucocytes, diabétès, passage à travers la paroi vasculaire, et enfin le chimiotactisme et phagocytose par les macrophages. Les cellules impliquées, ce sont les polynucléaires neutrophiles dans la première phase aiguë, puis les macrophages tardivement. Les conséquences, c'est la douleur, c'est l'altération de la fonction. L'altération de la fonction peut être classée comme cinquième réponse inflammatoire. L'altération de la fonction, on peut l'expliquer par exemple, si on a une pulpite, d'accord, il y a une inflammation de la pulpe et tout ça, l'altération de la fonction, c'est qu'on ne peut plus utiliser cette dent pour mastiquer. Ça, on appelle ça une altération de la fonction. La phase centrale, cette phase, c'est la phase centrale de défense immunitaire. Parce qu'il y a la participation des neutrophiles et des macrophages. Nous passons à la phase 3, la phase de réparation, résolution, qui dure jours, voire des semaines. C'est réparer les tissus et revenir à l'homéostasie. On a deux solutions possibles, ou bien la résolution est rapide et complète, élimination de l'agent causal, régénération tissulaire normale, ou bien une réparation fibreuse. Si destruction tissulaire importante, on a une fibrose, une cicatrisation. Donc, les mécanismes, c'est la prolifération des fibroblastes, l'angiogénèse et les dépôts de collagène. Si cette phase échoue, on est en phase d'inflammation chronique. D'accord? J'espère que j'ai un peu rappelé l'essentiel concernant l'inflammation avec ces trois phases. Donc, revenons au cœur de notre thème, qui est la prescription. On va commencer par les anti-inflammatoires en pathologie en chirurgie buccale. Les anti-inflammatoires sont classés en anti-inflammatoires stéroïdiens, anti-inflammatoires non stéroïdiens, les enzymes anti-inflammatoires et les lisases antigènes. Les anti-inflammatoires stéroïdiens, ou AIS, les anti-inflammatoires stéroïdiens ou corticoïdes sont des stéroïdes analogues ou précurseurs de la cortisone, naturellement sécrétés par les glandes surrénales. Ils sont classés en glucocorticoïdes naturels, qui est le cortencil, la cortisone, l'hydrocortisone, l'hémisuccinate d'hydrocortisone. Toutes ces substances de l'organisme humain sont sécrétées par les glandes surrénaliennes entre 2h et 8h du matin. C'est-à-dire, la prescription, vous savez très bien qu'en généralement, on prescrit le matin tôt, à 8h. Avant 8h, il doit prendre ses corticoïdes, le malade. Concernant les glucocorticoïdes de synthèse, vous avez le corticoïde à effet court, chef de file, c'est prédnisone. Vous avez le corticoïde à effet intermédiaire, le paraméthazone, c'est le quinacor rotar aussi. Les corticoïdes à effet prolongé, c'est bétaméthasone et cortisone, hexaméthasone. Vous avez les corticoïdes à effet court, des corticoïdes à effet intermédiaire et enfin des corticoïdes à effet prolongé. Généralement, les corticoïdes à effet prolongé, nous utilisons dans notre spécialité pour les injecter en intralésionnaire. Donc, nous allons voir le mode d'action des corticoïdes.
Ils ont une action anti-inflammatoire en inhibant la formation de l'acide arachidonique, action anti-œdémateuse en réduisant la vasodilatation et l'hyperperméabilité vasculaire, et enfin une action immunosuppressive, diminue le chimiotactisme et l'afflux des leucocytes vers la zone inflammatoire et réduisant ainsi l'activité des phagocytes. Je ne vais pas trop vite. Donc, l'indication des corticoïdes en chirurgie buccale, vous avez pour lutter contre l'œdème et le trismus, et dans la prévention des douleurs post-opératoires, en particulier neurologiques, lors de l'extraction des dents de sagesse inférieures. Généralement, on prescrit les corticoïdes avant l'extraction de dents de sagesse mandibulaire. Vous savez très bien que la dent de sagesse mandibulaire, quand elle est proche du nerf et quand on doit extraire, on risque de léser le nerf, on risque de... Donc, on donne des corticoïdes la veille ou l'avant-veille à prendre 4 heures avant l'intervention. Donc, les modalités de prescription, selon les recommandations de la Société francophone de chirurgie buccale, la prise initiale doit se faire au minimum 4 heures avant le début de l'intervention chirurgicale afin de minimiser la sécrétion surrénalienne physiologique. Classiquement, il est même conseillé de débuter cette thérapie le matin de la veille de l'intervention, c'est-à-dire il prendra ses corticoïdes l'avant-veille et la veille de l'intervention. Surtout quand l'intervention va être un peu laborieuse et qu'il y a une proximité du nerf. Bien sûr, il y a des indications, des contre-indications à l'avulsion des dents par rapport à la proximité avec le nerf inférieur, avec le nerf alvéolaire inférieur, mais toujours est-il que la corticothérapie est indiquée dans ce cas-là. Et non seulement elle est indiquée en pré-op, mais elle est indiquée aussi en post-op. On maintient quand même pendant 3 jours la prescription des corticoïdes. Les corticoïdes sont indiqués aussi dans les pathologies inflammatoires de l'ATM. C'est des injections de corticoïdes retard sont indiquées dans l'inflammation post-traumatique sévère, ne répond pas aux AINS. On peut prescrire silicium retard ou chondrose. On n'a pas le silicium, lui, on a l'habitude de le prescrire, à raison d'une demi à une ampoule par injection renouvelable toutes les 2 semaines. Le Kinacor retard, c'est un corticoïde que nous utilisons énormément dans notre spécialité. Injection intra-articulaire à raison de 1 quart à 2 millilitres toutes les 3 semaines. Les corticoïdes, vous le savez, ils sont utilisés dans les cellules malignes ou les cellules diffuses. C'est en injectable 10 à 50 mg de solumidrol toutes les 6 heures pendant 3 jours ou plus. Parce que généralement, dans les cas des cellules malignes, le malade est hospitalisé et l'évaluation se fait au fur et à mesure que le malade répond aux différents traitements. Il n'est pas seulement sous corticoïde, il est sous une chlorothérapie. On utilise aussi les corticoïdes dans les pathologies urgentes, dans le cas de choc anaphylactique d'origine allergique, au risque d'asphyxie par odème laryngée. Chez l'adulte, on utilise du solumidrol à 120 mg toutes les 4 heures. Chez l'enfant, solumidrol à raison de 2 à 2 mg par kilogramme en première dose, puis à raison de 2 mg par kilogramme toutes les 24 heures. Thérapeutique préventive chez les sujets susceptibles de faire une réaction allergique à l'anesthésie locale, mais là, ce n'est pas le cas. On ne donne pas, quand on a un malade qui est susceptible de faire une allergie à l'anesthésie locale, on fera là notre injection. Non seulement on fera des tests allergiques à la xylocaline, mais aussi en présence d'un médecin réanimateur. On ne prend pas en charge un malade qui risque de faire une allergie à une anesthésie locale sans la présence d'un médecin réanimateur. Les corticoïdes sont utilisés, vous le savez, dans les paralysies faciales à frigorée. Généralement, on utilise le solumidrol, le solipred en traitement d'attaque à raison d'une demi à 1 mg par kilogramme jour chez l'enfant et à raison de 2 mg par kilogramme jour chez l'adulte. Donc, dans le cas de paralysie à frigorée, on donne des corticothérapies. Bien sûr, si on a posé le diagnostic d'une paralysie faciale à frigorée. Nous utilisons aussi les corticoïdes dans la pathologie de la muqueuse buccale. On utilise la corticothérapie par voie générale dans les atteintes muqueuses qui accompagnent les dermatoses, bulleuses,
graves auto-immunes comme le lichen plan érosif, le pemphigus vulgaire et végétants, en traitement d'attaque 2 à 3 mg par kilogramme jour pendant 4 à 8 semaines, voire plus, en traitement d'entretien, une diminution progressive jusqu'à une dose minimale maintenue à vie. Les atteintes muqueuses non malignes, exemple certaines formes d'érythème polymorphe, certaines érythrodermies et lichen plan. Dans les arthroses rencontrées dans certaines maladies comme la maladie de B7 et la maladie de Crohn, la prédnisone à raison de 5 à 10 mg jour. Mais généralement, dans notre spécialité, on utilise la corticothérapie par voie locale, c'est-à-dire en intralésionnel. C'est par injection locale ou sous-lésionnelle, est indiqué dans les thyroïdes, le lichen plan érosif ou ulcéré, pemphigoïde bénigne des muqueuses, certaines formes localisées du lupus érythémateux chronique. La corticothérapie peut être utilisée aussi par application externe, essentiellement indiquée dans le lichen plan en poussée dans ses formes érythémateuses, bulleuses et érosives, le pemphigoïde bénigne des muqueuses, le lupus érythémateux chronique, certaines pemphigus localisées et les stomatiques bulleuses. On peut utiliser la corticothérapie en application locale. Nous allons voir maintenant les effets indésirables des corticoïdes. Ils dépendent surtout du dosage et de la durée du traitement. Parmi les effets secondaires, on a des troubles digestifs, réactivation d'un ulcère gastro-duodénal, des troubles endocriniens et métaboliques, des comas hypovolimiques, un arrêt de croissance chez l'enfant au-delà de 6 mois de traitement, des ordres hypoélectroniques, parfois une hypertension artérielle, voire une insuffisance cardiaque congestive, des troubles cutanés avec atrophie cutanée, retard de cicatrisation, purpura, échymose et ulcération, l'aggravation de certaines maladies infectieuses, essentiellement virales, bactériennes. Pour cette raison, une antibiothérapie doit être associée. Dans le cas où vous avez une infection virale que vous devez donner un corticoïde, il faut associer une antibiothérapie. On a aussi, à long terme, les corticoïdes peuvent donner des troubles musculo-squelettiques, une atrophie musculaire et une ostéoporose. Là, c'est juste pour vous illustrer un cas de traitement d'une granulomatose orofaciale à localisation labiale avec des corticoïdes intralésionnels. C'est-à-dire, vous voyez la chélite de la patiente. Là. Là, après, bien sûr, hein, après avoir posé le diagnostic, c'est-à-dire après biopsie, tout ça, la biopsie est revenue en faveur d'une granulomatose orofaciale et le traitement était la corticothérapie par voie locale et la patiente a bien répondu, c'est tant mieux. Donc, on a terminé avec les anti-inflammatoires stéroïdiens, les corticoïdes. Nous allons aborder maintenant les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Hein. Je ne vous apprends rien, là aussi, on a l'habitude de les prescrire. Hein. Rien n'a changé concernant les anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est-à-dire que ce sont des molécules qui appartiennent à la famille chimique des substances acides faibles, pas de structure chimique stéroïdienne. C'est pour ça qu'on les appelle non stéroïdiens par rapport aux corticoïdes qui sont stéroïdiens. Alors, comment agissent les AINS? L'effet anti-inflammatoire à dose élevée, donc c'est-à-dire que souvent on les utilise dans notre spécialité pour un effet antalgique. Hein, donc, pour avoir l'effet anti-inflammatoire, il faut que la dose soit élevée. Et si c'est au cours de la phase précoce du processus inflammatoire, il a un effet antalgique appréciable dans la douleur moyenne et intense. Elle a un effet antipyrétique, et qu'on a notamment celui de l'aspirine et de l'ibuprofène qui baisse la fièvre. Et nous avons aussi l'effet anti-agrégat plaquettaire. Donc, faire très attention de la prescription quand on a des malades sous anti-agrégat plaquettaire. Tous les AINS inhibent les degrés différents de l'agrégation plaquettaire. Donc, nous avons les AINS qui sont classés les AINS classiques et les AINS sélectives au cocci 2. Nous avons les salicylés. Dans notre spécialité, on ne les prescrit plus, hein, d'accord?
Et pour avoir l'effet anti-inflammatoire de l'aspirine, il faut atteindre la dose toxique. Donc, pas de prescription d'aspirine dans notre spécialité. Par contre, les pyrazolés, si, les indoliques acide acétique, il s'agit de l'indomethacine indocite, c'est le diclofénac, commercialisé sous le nom de Voltaren, ça on le prescrit. Les dérivés aryl carboxylique, c'est le Felden, on a l'habitude de prescrire aussi. Les Finamates, c'est l'acide muflimique, c'est commercialisé sous le nom de Mufluril, qu'on a l'habitude de prescrire aussi. Et on a les acides propioniques, le chef des filles, c'est l'ibuprofène. Donc, ce qu'on retiendra, nous, dans notre prescription, c'est généralement le Voltaren, l'ibuprofène et le Mufluril, commercialisés sous ces noms. Pour les ANS sélectives au coccyx 2, c'est le Celebrex, commercialisé sous le nom de Dynastat. Généralement, sous condense, c'est le diclofénac, l'ibuprofène et le Mufluril. Hein. Là, c'est un peu un tableau qui résume un peu les anti-inflammatoires que nous pouvons prescrire dans notre spécialité. Mais je vous dis, ce qu'on utilise, c'est essentiellement le Mufluril, l'ibuprofène, et voilà, le Mufluril, il est là. Ah, le Mufluril, il existe sous forme de gélule, à 250 mg. On peut aller jusqu'à 750 mg, c'est-à-dire une gélule 3 fois par jour. Pour l'ibuprofène, il existe à 200, à 400 et à 600. On peut aller jusqu'à 1200 par jour, mais on peut se contenter à 200 3 fois par jour. Quoi encore le diclofénac, il existe alors le Mufluril, je reviens sur le Mufluril, il existe aussi à usage pédiatrique en support 400 mg, sécable. Il existe aussi un support pour adultes à 700 mg. Vous avez le diclofénac au Voltaren qui existe à 12,5 mg et à 25 mg. On peut aller jusqu'à 75 mg jour. Tout dépend du degré de l'inflammation. Donc, c'est généralement ce qu'on prescrit comme anti-inflammatoire. On tiendra l'ibuprofène, Mufluril et le Voltaren, le diclofénac. Bien que le diclofénac donne bien dans la pathologie rhumatismale articulaire. Donc, en chirurgie buccale, ils sont précis pour leur effet ontalgique. Donc, vous l'avez dit au début, que les AINS, on les donne pour un effet ontalgique, puisque pour avoir l'effet anti-inflammatoire, la dose est maximale. Donc, concernant la prescription des ANS au cours de la grossesse, seul le naproxène et l'ibuprofène ont démontré une absence d'effet tératogène. Ils sont à proscrire au cours du 2e et 3e trimestre de la grossesse. Mais nous, on fait très très attention qu'il s'agit de la femme enceinte. On préfère utiliser d'autres moyens que les anti-inflammatoires. Vous avez par exemple les poches de glace, qui est un bon anti-inflammatoire, un anti-odémateux qui n'a aucune contre-indication. Donc chez la femme enceinte, il faut essayer de faire l'acte et ne prescrire que les anciens médicaments qu'on a l'habitude de prescrire, comme l'amoxicilline s'il y a une infection, le paracétamol s'il y a douleur, et utiliser des poches de glace au lieu de avoir recours à des anti-inflammatoires. Au cours de l'allaitement, l'ibuprofène, le flux et le diclofénac sont acceptables, mais la prise doit se faire après la tétée. Mais c'est-à-dire que c'est tout ce qui est contre-indiqué chez la femme enceinte est contre-indiqué chez la femme qui allaite. Donc, toujours recours à d'autres moyens que les anti-inflammatoires chez la femme enceinte. Parmi les effets indésirables des anti-inflammatoires non stéroïdiens, nous avons des troubles digestifs, un asthme, voire un bronchospasme, insuffisance rénale aiguë observée chez de nombreuses personnes à risque, des accidents précoces immunoallergiques ont été rendus responsables d'agranulocytose, d'anémie et d'aplasie médulaire. Donc, prescrire un anti-inflammatoire, faire un bon interrogatoire du malade, voir s'il ne présente pas une pathologie d'ordre général.
Alors, les troubles toxiques et une toxicité fétale par l'absorption des ANS au cours du troisième trimestre de la grossesse pouvant conduire à une anomalie cardio-pulmonaire ou rénale, généralement fétale, des réactions cutanées banales, comme urticaire, éruption périgineuse. Donc, nous allons prescrire ces antibiotiques dans le cas, ces ANS, dans le cas seulement de l'indication bien observée, c'est-à-dire il faut vraiment poser l'indication pour donner des anti-inflammatoires. Il n'y a pas de contre-indication et nous utilisons ces anti-inflammatoires dans un but ontalgique. Donc, il est aussi contre-indiqué d'associer deux ANS conduit à une perte de leurs effets. Donc, pas d'association de deux ANS. Vous savez très bien que l'association aux anticoagulants potentialise les effets de ces derniers, donc ils sont pas prescrits contre maladie sous anticoagulants pour éviter de prescrire. Dans le cas des sulfamides hypoglycémiants associés à l'aspirine ou au pyrazolé, concomitants d'ANS, donc d'où l'intérêt d'un bon interrogatoire et voir quel médicament il prend le malade. Donc, concernant l'association des pansements digestifs aux ANS n'est plus conseillé, car inutile, il faut prévenir les risques gastro-intestinaux en associant les inhibiteurs de la pompe à protons. Alors, l'association méthotrexate engendre un surdosage, donc pas de prescription d'ANS en cas de méthotrexate, en cas de traitement diurétique, les sulfamides hypoglycémiants et les anticoagulants. Et pas d'association de deux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Nous avons une autre famille d'anti-inflammatoires qui sont les enzymes anti-inflammatoires qui ont un effet beaucoup plus anti-odémateux, pas anti-inflammatoire. Vous avez la chymotrypsine, le lysozyme et l'alpha-amylase. Pour le plan clinique, il n'existe à l'heure actuelle aucune évaluation rigoureuse, notamment concernant notre spécialité, mais ces études en résultats contradictoires ne permettent pas de tirer de conclusions définitives. C'est-à-dire que certains disent qu'ils n'ont pas d'effet anti-inflammatoire, c'est vrai, ils ont un effet anti-odémateux seulement. Donc, leur indication dans le traitement des œdèmes post-traumatiques, post-opératoires, dans les interventions sans ou avec extraction osseuse, lorsque le risque inflammatoire est faible, extraction dentaire, difficile à violectomie, chirurgie parodontale localisée, exérèse d'épinéritatif. Ils sont indiqués quand le risque inflammatoire est moyen. Donc, c'est un médicament qui a seulement un effet anti-odémateux, d'accord? Dans notre spécialité, en particulier en pathologie bucco-dentaire, on ne prescrit pas cette enzyme anti-inflammatoire. Donc, elle n'a pas un effet qu'on attend d'un anti-inflammatoire. Donc, elle est prescrite, elle est utilisée à usage pédiatrique sous forme de sirop. Elle existe, les molécules utilisées sont la chymotrypsine, alpha-chymotrypsine proposée dans les œdèmes post-traumatiques et post-opératoires. Le lysozyme 6 se présente sous forme de comprimés appliqués en sublingual, comme un traitement local à raison de 6 à 8 comprimés répartis régulièrement dans la journée. Le traitement ne doit pas être prolongé au-delà de 10 jours. L'alpha-amylase, au commercialisation de Maxilla, c'est vrai que un certain temps, on a utilisé le maxillage chez les enfants, sous forme pédiatrique, en sirop à 125 ml, chez les nourrissons et les enfants, et les maxillage 3000 comprimés à raison d'un comprimé absorbé aux 3 repas, c'est-à-dire un comprimé 3 fois par jour. Et je vous ai dit, l'effet anti-inflammatoire n'est pas, c'est un effet anti-édémateux, donc généralement, dans notre spécialité en pathologie, on ne prescrit pas les enzymes anti-inflammatoires. Les lisages d'antigènes bactériens, c'est le traitement curatif ou préventif des lésions inflammatoires de la cavité buccale, les gingivites, les parodontites, les stomatites, les glossites, les aftes et le traitement curatif ou préventif des ulcérations induites par le port de prothèses dentaires. C'est la molécule la plus utilisée et l'imidant. Elle se présente sous forme de comprimé à laisser fondre dans la bouche
sais pas si vous le prescrivez vous ou pas. Vous me répondez tout à l'heure si vous prescrivez l'imidon et s'il existe encore sur le marché, je ne sais pas. On ne prescrit pas chez nous. Donc ça, c'est une question. C'est juste pour animer la... Il faut noter cette question, comme ça vous allez répondre tout à l'heure. Vous avez un patient âgé de 35 ans qui va bénéficier d'une énucléation kystique. Le poids est de 75 kg. La date de chirurgie est après-demain, c'est-à-dire dans 2 jours. Quelle molécule anti-inflammatoire vous choisissez? Quand il va prendre cette molécule et la posologie et pendant combien de temps? Donc, je vous laisse les soins de, je vous laisse le soin de prendre la question et de répondre tout à l'heure. On a terminé avec les antibiotiques, avec les différentes familles d'antibiotiques, différentes classes d'anti-inflammatoires. Nous abordons maintenant la prescription des antalgiques. Alors, c'est quoi un antalgique? Ce sont des médicaments symptomatiques, c'est-à-dire ils traitent seulement la symptomatologie, agissent de façon aspécifique sur la sensation douloureuse. Nous avons résumé des antalgiques de palier 1, de palier 2, de palier 3. Nous, on va se contenter seulement des antalgiques de notre spécialité de palier 1, peut-être le palier 2, sans plus, d'accord? Pourquoi? Ça, notez la question, pourquoi on peut se contenter seulement du palier 1 et du palier 2? Le palier 1, c'est le paracétamol. Vous savez que l'aspirine, on n'utilise pas dans notre spécialité. On peut l'utiliser comme anti-inflammatoire, comme antalgique aussi, l'anti-inflammatoire en stéroïdien. Ça, c'est pour le palier 1. Nous pouvons utiliser les ferragants codéinés et le tramadol, sans plus, c'est-à-dire les antalgiques opioïdes faibles, c'est-à-dire du leur moyen. Là, il faut noter la question, pourquoi pourquoi on ne va pas jusqu'au palier 3 dans notre spécialité? D'accord? Je ne sais pas si vous avez noté la question, donc je passe. Donc, pour la thérapie contre la douleur, vous avez les antalgiques. Bien sûr, on ne prescrit pas, on fait un interrogatoire, un examen clinique, et on pose un diagnostic. Est-ce qu'il nécessite une prescription antalgique ou bien un soin local plus une prescription? Ça aussi, c'est une question qu'on vous pose. Est-ce qu'il faut, le malade vient avec une douleur, est-ce qu'il faut faire un soin local ou bien une prescription quand il vient avec une douleur aiguë, le malade? Donc, on va un peu détailler le paracétamol parce qu'elle reste la molécule de choix dans notre spécialité. C'est la molécule de première intention. Le principal problème est une toxicité hépatique qui peut être mortelle si on dépasse la posologie tolérée ou acceptée. La posologie de paracétamol recommandée en chirurgie orale est de 1 g par prise chez l'adulte. Ne pas dépasser 4 grammes par jour. 4 grammes par jour, c'est la dose maximale. Hein, il ne faut pas atteindre. Et là, vous allez me dire pourquoi on peut ne pas atteindre ne pas atteindre les 4 grammes par 24 heures. Et l'exemple de prescription antalgique avant chirurgie, on a du paracétamol qu'on donne 1 gramme juste avant l'intervention, puis 1 gramme toutes les 6 heures pendant 3 jours, qui dépend de la douleur. Hein. Bien sûr, après une chirurgie, toujours on donne l'application des poches de glace.
Donc, toujours, on nous conseille de ne pas dépasser 4 comprimés par 24 heures et généralement, c'est le maximum. C'est-à-dire, la meilleure prescription, c'est si on fait l'extraction, si on donne un antalgique avant l'extraction, c'est 1 gramme avant, et après, on donne 500 milligrammes toutes les 6 heures. D'accord? Ça, c'est le protocole qu'on offre au niveau de notre service. Et même si le malade n'a pas pris d'antalgique avant, on peut donner une dose d'attaque juste après l'extraction, 1 gramme, puis 500 milligrammes toutes les 6 heures. Hein. Voilà, c'est le protocole que nous adaptons au niveau de notre service. Alors, dans l'autorité de la santé de 2005, il n'y a pas eu de changement. Toujours le paracétamol quand la douleur est faible et modérée intense, on peut donner les allergiques, on passe aux opioïdes forts, mais ce n'est pas le cas. Généralement, on s'arrête, je vous ai dit tout à l'heure, à la Elferalgan codéiné, au paracétamol codéiné. Là, vous allez me répondre, vous allez me dire pourquoi on arrive à traiter, hein, quels sont nos moyens, hein, pour ne pas aller prescrire des antalgiques très forts ou de palier 3. Alors, vous avez noté les questions qu'on puisse vous répondre. Nous, nous arrivons à la prescription des antifongiques en chirurgie buccale. La prescription des antifongiques, c'est contre les champignons, affection opportuniste. Souvent, il s'agit des Candidos albicans, c'est le germe retrouvé au niveau de la cavité buccale, qui est, en certaines circonstances, peut être dû à une antibiothérapie ou à une corticothérapie prolongée. C'est parmi les étiologies. Elle est fréquente, ces affections opportunistes sont fréquentes. Le traitement des candidioses locales, essentiellement locaux en général, ils sont indiqués chez les malades et les patients immunodéprimés. On donne, bon, j'ai aucun conflit d'intérêt. J'ai donné les réponses parce que je ne savais pas qu'on n'allait pas communiquer avec vous. Là, ça aussi, c'est quoi? C'est quoi comme lésion? On pose le diagnostic avant de donner. Vous allez me dire hein, comment poser le diagnostic, quels sont, quels sont les signes cliniques et quand et comment et de quelle manière on donne ces traitements antifongiques dans notre spécialité. Alors, concernant d'autres prescriptions, nous avons les antiviraux. On donne dans le cas d'infection virale type herpès, en pathologie bucco-dentaire, c'est un traitement symptomatique. On peut prescrire la cyclovir, un comprimé à 200 mg 5 fois par jour, pendant 5 à 10 jours dans les cas récurrents, ou bien application de crème. Le traitement topique, c'est les bains de bouche. Hein. Le bain de bouche, on ne donne pas comme ça sans prescription. C'est un médicament, il a aussi ses effets secondaires. Hein, donc, la prescription se fait sur ordonnance, même pour un bain de bouche. On peut donner l'Iludril, un bain de bouche à 1% 2 fois par jour, sans dépasser 5 jours. L'Extril, un bain de bouche 2 fois par jour. Et
quelquefois des dentifrices. Ça, on peut les noms à part entière. Hein. Il a ses indications, ses contre-indications et des effets indésirables. Concernant les anxiolytiques, oui, on prescrit des anxiolytiques chez nos patients, surtout les jeunes patients. Quand on n'arrive pas à les prendre sur fauteuil et qu'on n'arrive pas à les programmer sous anesthésie générale, on préfère donner des anxiolytiques. Nous avons différentes molécules. Elles possèdent des effets anxiolytiques, antihistaminiques, benzodiazépines et non benzodiazépines. Généralement, dans notre spécialité, on utilise l'Atarax à 25 mg adulte et 200 ml enfant. On peut aussi donner le Valium et Tranxène. Ça, c'est pour préparer parfois le malade à une intervention buccale, une extraction dentaire, quand le jeune patient il est très, il se laisse pas faire, il est très, bon, il se laisse pas faire généralement, et très, je trouve pas le terme tout à l'heure peut-être. Donc les cyanogogues, on prescrit aussi dans notre spécialité les cyanogogues, bien sûr, quand il n'y a pas une altération du parenchyme salivaire. Quand le parenchyme salivaire est fonctionnel, on peut donner le surparallèle S25, qui permet la stimulation salivaire dans certains patients qui présentent une hypoxie, une sécheresse buccale. Il est utilisé un comprimé 3 fois par jour au cours des repas. Euh, donc, quand alors, pour terminer, la prescription médicamenteuse en médecine dentaire est un acte médical essentiel qui doit toujours être individualisé, justifié, encadré. Les antibiotiques ne doivent pas être prescrits que lorsqu'une infection bactérienne le justifie, un complément d'ingeste local, comme on dit. Euh, l'antibiothérapie n'est pas automatique, voilà. Un complément d'ingeste local adapté, leur usage raisonné est indispensable pour limiter l'antibiorésistance. Les antalgiques permettent de gérer efficacement la douleur à condition de respecter les paliers de traitement et de tenir compte des contre-indications. Les anti-inflammatoires, quant à eux, doivent être prescrits avec discernement, notamment en cas d'œdème et d'inflammation, tout en restant vigilants et face à leurs effets secondaires potentiels. En somme, une prescription réussie repose sur la connaissance du médicament, du patient, de la pathologie. Elle vise un double objectif, soulager le patient et éviter toute iatrogénie. Et je vous remercie sur ce. Et là, je crois qu'il faut ouvrir le micro pour les questions. Moi, je vois le PSP coupe à les anacères, vous avez des anacères, directement, PSP Diamètre, PSP Tablette. Là, je ne sais pas si vous pouvez ouvrir le micro pour pouvoir poser vos questions.
Recording in progress. Concernant l'association antibiotique, si vous êtes anti-inflammatoire seul, si vous avez une infection, bien sûr. Recording in progress. C'est le meilleur en monothérapie. Alors, le point ANS avec pansement gastrique est inefficace. Oui, c'est-à-dire on donne la pompe à proton maintenant, on ne donne pas des pansements gastriques. D'accord? On donne la pompe à proton, on ne donne pas les pansements gastriques type phosphalugel ou non. On donne on donne le pompe à proton. L'anti-inflammatoire de choix pour les enfants, tout dépend s'il s'agit d'un enfant après un traumatisme, on va donner un anti-inflammatoire non stéroïdien, type Mufluril en suppôt et CC4, c'est à 400 mg, tout dépend de l'âge de l'enfant. CC4, donc vous pouvez donner 200 mg deux fois. Et on peut donner des matheux chez l'enfant si l'inflammation n'est pas très importante, type maxillase en sirop. Les alpha-GLP ne sont pas prescrits en raison du risque de dépendance. Non, non, du tout. Hein. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas jusqu'à la prescription des anti-inflammatoires de palier 3 parce qu'on intervient, on fait le traitement étiologique. Donc, on n'a pas besoin de donner des anti-inflammatoires. Donc, on peut stopper cette douleur. On fait une pulpectomie, on fait un drainage, donc on n'a pas besoin d'aller plus loin. On sait très bien qu'en ouvrant une dent, si on a un dysfonctionnement, il y a l'oxygène qui rentre, l'anaérobiose est éliminée, il n'y a plus de douleur. Donc, on ne peut ne pas passer aux antalgiques de palier 3, hein, d'accord? Voilà. Alors, pour la glossite, quelle est la complication? La glossite, c'est une inflammation, tout dépend de l'étiologie hein, pour la glossite. Hein. Là, c'est-à-dire par rapport à ce que je vous ai montré comme... non, les cas que je vous ai montrés, c'est pas des glossites, c'est des mycoses. Hein. Vous avez la chélite, là au niveau des commissures. Vous avez au niveau de la langue qui est chargée, c'est une mycose. Et vous avez une mycose type muguet, qui est là où c'était blanchâtre et qui englobe qui est répartie au niveau de toute la cavité buccale. Ça, c'est un muguet qu'on détache avec la baisse-langue, on arrive à détacher avec la baisse-langue, donc ça fait c'est le signe pathognomonique d'un muguet, c'est-à-dire d'une candidose buccale. Et le traitement, c'est les antifongiques par voie locale. Et le deuxième cas, là, c'est rouge aussi, c'est pas une glossite, c'est une mycose érythémateuse aiguë, hein, c'est rouge et tout. Et le traitement est topique aussi, hein, d'accord? Donc, et là, c'est la sensation de douleur et la sensation de goût métallique, hein, qui est pathognomonique de l'infection opportuniste. Association ANS avec antibiotiques, est-ce que c'est déconseillé? Non, pas déconseillé, non. On peut associer anti-inflammatoire, antibiotiques. La prescription de fluconazole, oui, on peut prescrire le fluconazole dans les infections candidosiques.
c'est important. En cas de cellulite, c'est important de donner la forme injectable, quel antibiotique injectable pour certains médecins dentistes, donc gentamicine injectable. Non, sur les cellulites, on va faire une conférence, hein, je crois qu'on m'a sollicité pour cette conférence concernant la prise en charge des cellulites, mais là, je vous réponds qu'on donne l'amoxicilline en première intention. Si vous jugez que c'est un germe anaérobique, on donne une association clamoxyl métronidazole, mais la gentamicine en injectable, non. Si vous voulez le traitement des aphthoses buccales, il y a le traitement des aftes, on peut donner des corticoïdes aussi au niveau de l'aphte, hein. Et La prescription du transport gastrique avec les ANS n'est plus affectueuse. Ah non, si, hein, les ANS, ça n'a pas changé, ils ont toujours leur effet sur sur la, sur le tube digestif, hein. Et on donne, comment on appelle ça, le médicament qu'on donne, proton. Proton, c'est la pompe à proton, c'est le proton qu'on donne. Je sais pas, il est commercialisé sous quel nom chez nous. Oui, l'OMAC, voilà, c'est chez nous, c'est le nom l'OMAC. Dans les aphthoses buccales, il faut chercher l'étiologie avant de traiter. Si c'est des actes récurrents et tout ça, il faut trouver l'étiologie avant de traiter. D'accord? Vous pouvez donner un traitement symptomatique pour éliminer la douleur, comme type ErgoAft qu'on met sur on a des patchs aussi qu'on met au niveau. Mais là, il faut d'abord poser le diagnostic quand c'est des actes à répétition. Oui, merci pour votre présentation, merci madame. Donc pour les bains de bouche à base de chlorocédule de la durée, oui, il ne faut pas dépasser. Vous allez perturber la flore buccale et la perturbation de la flore buccale a ses conséquences, hein. Ouais, merci beaucoup docteur, merci, c'est moi qui vous remercie. Alors j'étais très contente de vous présenter, j'espère que j'ai fait le tour de la question. Je voulais seulement être pratique, c'est pour ça que j'ai ramené des cas pratiques, comme tout à l'heure quand j'avais mis les cas de... Bon, c'est dommage qu'on ne peut pas communiquer comme ça en direct. Là, quand j'ai mis attendez, je vais retrouver surtout dans la prescription, là où vous avez une fistule cicatrisée, hein, avec une fibrose. Là, le traitement est esthétique, c'est-à-dire s'il y a persistance de la dent causale, il faut l'enlever. À côté, vous avez une cellule subaiguë, il faut drainer. Vous avez une limitation d'ouverture buccale, là, due à un accident d'évolution dent de sagesse. Vous avez, en tous les cas, si je ferai avec vous la conférence sur les cellulites d'origine dentaire, je vais reporter tous ces cas et on va vous l'expliquer. Vous savez pas que vous ne pouvez pas nous poser des questions, c'est-à-dire on ne pouvait pas discuter en direct. Donc là, je vous ai montré aussi une fissure productive. Si la fissure est productive, c'est-à-dire que la cause dentaire, elle est toujours là, c'est-à-dire que il faut éliminer la cause, hein, d'accord? On peut donner des anti-inflammatoires en cas de cyste dentaire. Non, il faut éviter, c'est-à-dire il faut peser les pour et les contre. Si vous donnez le traitement, vous contrôlez votre malade le lendemain, vous faites le traitement étiologique, d'accord, mais si vous ne faites pas le traitement étiologique et que le malade, avec les anti-inflammatoires, ils se sont à l'aise, il a moins mal, il continue à prendre, hein, ils n'arrêtent pas. Hein. Il y a 30 gélules, hein, dans la boîte. Hein. On a des malades qui prennent sans arrêt. Donc, il faut savoir stopper le malade, c'est aussi l'automédication. Là, je vous ai montré aussi le cas d'une alvéolite sèche. Comment faut traiter une péricoronarite, une cellule diffuse avec occlusion palpébrale. Je vous ai montré aussi une cellule collectée. Ah non, non, l'utilisation en cas de cellules diffuses de corticothérapie au milieu hospitalier, hein. Même nous, on ne donne pas les corticoïdes pour une cellule maligne. Il doit être une cellule diffuse, hein, pas de corticoïdes pour la cellulite circonscrite d'origine dentaire. Oui, la bouche est stérile à la naissance, la durée, oui, juste à la naissance. Après, dès la première tétée, elle est envahie par les germes.
Amélioration en cas de trismus, non, il faut un traitement étiologique. Il faut chercher la cause de trismus. La cellulite est bactérienne, hein, on donne un antibiotique, hein, et on fait le traitement étiologique. Ben oui, je vous ai posé la question, bien sûr. On peut se contenter du palier 1 étant donné qu'on fait le traitement étiologique. On peut ne pas aller au-delà du palier 1. C'est la dose anti-inflammatoire en fonction du poids. 1 mg par kilogramme par jour. Donc, s'il pèse 75 kg, si vous donnez une Foliprevv à 20 mg, vous allez donner 4 comprimés. Bonjour, ça va? Il y a un patient qui présente cette année, il a des dossiers accompagnés de douleurs, peut-on les droits injectables, celui-là est bon, non, non, il n'y a pas d'indication du solumidrol injectable. La douleur, si le patient prononce la nuit avec des accompagné de douleurs, non, c'est qu'on donne un antalgique, hein, on ne donne pas de solumidrol. Ah ben, tous les médicaments que nous prescrivons, ils sont remboursables. Hein. Mais drôle. Actuellement, on ne peut pas, on ne donne plus le droit de prescrire le tramadol. Hein. Ben, il faut faire une conférence sur les AT1 pour vous expliquer quand il faut prescrire. C'est-à-dire quand il y a douleur, il faut toujours soulager le malade par un anti-inflammatoire ou un antalgique. Hein. Mais il faut rechercher quand même l'étiologie. Ah oui, pour les anti-inflammatoires stéroïdiens, c'est-à-dire les corticoïdes, ça dépend du poids, oui. C'est en fonction du poids qu'on donne les corticoïdes. Ben, je cède la classe au professeur Lachgar, hein. Il va vous présenter résistante aux antibiotiques, bon, pas de test, hein, si le malade ne répond pas, c'est-à-dire ou bien la dose elle est inefficace, il faut voir si c'est la dose efficace. Hein. Ya Rab. Ya Rab. Donc, je vous laisse, je vous remercie hein, d'avoir posé toutes ces questions, ça fait vraiment plaisir. Et une prochaine fois, Inch'Allah, je vous laisse avec professeur Lashgar, ma meilleure amie de ma vie. Elle est là. Merci beaucoup, hein, je vous remercie infiniment. Il y avait toutes les wilayas, il y avait Tunis, il y avait Cuba aussi, il y avait tout le monde. Non, c'est pas des myélorelaxants. Tunis dû à un accident d'évolution de la sagesse, les anti-inflammatoires. Merci beaucoup, à travers la fête. Allez, je vous laisse avec ma meilleure amie. Ça va? Tu vas bien? Alhamdulillah, alhamdulillah. C'est une petite fabrique. Je peux vous aider mon page jusqu'à la pour... Ça va, alhamdulillah. C'est bien, ça va vous déterminer. En plus, c'est pas... Je vais ramener des... Je fais des techniques, conseils me disent, c'est comme diagnostic et comment traiter. Mais bon, comme ils ne peuvent pas, après je donne des réponses comme ça, quoi. C'est le mec,
Vous mettre dans la rallonge, Madame Caillé. Si, bien sûr, oui. Tu as ramené un PC, tu as ramené ça. Non, mais tiens, tu me mets ici pour le mettre, après tu me le ramènes. C'est quelqu'un, c'est également concernant. Vous êtes là, qu'est-ce que là, on a observé une tradition de la tienne. Ah, je m'en étais désolée après. Il est d'abord, Mais c'est vraiment dans la communication. Oui. Pardon? Ah oui, mais je suis pas encore enseignante. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là parmi vous encore une fois. Enfin, c'est la deuxième fois en fait. Mais je suis heureuse d'être parmi vous. Et le sujet d'aujourd'hui portera, bon, je suis très heureuse également d'avoir vu mon ami, le professeur Khalifia, qui a fait une conférence qui est très intéressante et constructive à la fois. Nous allons parler d'autre chose, c'est complètement autre chose. C'est les matériaux d'assemblage en prothèse conjointe ou en prosthodontie. Alors, c'est très important ces matériaux. C'est vrai que ça constitue, c'est la dernière étape d'une réhabilitation prothétique, c'est tout à fait la fin de la réhabilitation prothétique. Mais il faut savoir que maintenant, avec l'avènement des biomatériaux, l'avènement également du tout numérique, du flux numérique, il y a maintenant tout un panel, on a tout un panel de matériaux d'assemblage. Est-ce qu'il faut sceller ou coller? Point d'interrogation. Quand faut-il sceller? Quand faut-il coller? Est-ce que les matériaux traditionnels sont obsolètes ou pas? Est-ce qu'on peut toujours les utiliser ou pas? Voilà. Donc, je vais essayer de répondre à toutes ces questions à travers cette conférence. Essayer de vous éclairer un peu plus sur ces matériaux d'assemblage. Je ne vais pas vous embêter la vie pour vous donner la composition chimique des matériaux d'assemblage. C'est pas le but d'aujourd'hui. Mais par contre, je vais vous donner un petit peu la classification de ces matériaux avec le mode d'emploi, comment les utiliser. Voilà. Voilà, c'est ça. Attendez, je sais pas. Ah, d'accord, très bien. D'accord. Non, c'est 2023. Ah oui, c'est le mode d'assemblage. Est-ce que j'ai fait beaucoup de rectifications? Dernière modification, le 2026. Voilà, c'est ce matin. C'est ce matin. Ce matin, je vais voir le titre. Mode d'assemblage. En prosthodontie, mars 2023 réparé. Voilà, c'est celui-là. Voilà, donc il faut savoir que les matériaux traditionnels ne sont pas obsolètes, on peut toujours les utiliser, bien sûr. Ils peuvent nous rendre service même avec les biomatériaux qui sont utilisés actuellement. Je parle du biomatériau gold standard, la zircone, qui est un petit peu sur toutes les lèvres et qui est un petit peu partout au niveau de nos restaurations prothétiques, puisque les patients, ils viennent, ils vous disent « je veux de la zircone », donc ils sont déjà fixés sur leurs matériaux de restauration prothétique. Alors, on va commencer dans un moment. Excusez-moi pour ce contretemps. Heureusement que j'ai quelqu'un de très performant à côté. C'est Madame Haye qui me permet donc de gérer la partie logistique. Voilà. Voilà, très bien.
Allez, voilà, merci beaucoup. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, il faut savoir que c'est vrai que construction humaine, les grandes constructions humaines nécessitent des assemblages, bien sûr. On a un exemple, il avait 4,7 tonnes. L'assemblage a été fait avec des blocs de façon étonnante. Alors c'est vrai que l'assemblage constitue la dernière étape